savez très bien qu'on est dans une culture de zapping. Malheureusement, un conflit tue l'autre, etc. Et on en arrive toujours à oublier voilà, l'Afghanistan. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir dans le studio Shekeba Hachemi, qui est la cofondatrice de l'association Stand, Speak, Rise Up, qu'elle a créée avec son Altesse Royale, la Grande Duchesse Maria Theresa de Luxembourg. Soyez la bienvenue. Merci beaucoup. Alors, on va peut-être commencer directement par l'évolution de la situation des femmes en Afghanistan, notamment depuis le retrait des troupes américaines en août 2021. Alors, je vous remercie de vous intéresser déjà à ce sujet qui malheureusement en ce moment n'intéresse pas grand monde. On a un tout petit peu oublié qu'il y avait 28 millions de femmes enterrées vivantes, emmurées vivantes dans ce pays. Et que, contrairement en 1996 où les talibans version 1 sont arrivés en Afghanistan pour prendre le pouvoir, le 15 août 2021, nous, l'Occident, nous avons donné presque la clé du pays à ces terroristes internationaux pour récupérer ce pays en essayant de nous vendre à nous les Afghans comme les talibans modérés. Vous savez, vous avez entendu ce terme talibans modérés, talibans inclusifs. Et nous, ça nous met dans une colère dingue, déjà d'avoir mis ces gens dans une table de négociation avec les pays de la démocratie, avec les pays occidentaux, et qu'en plus, on leur a donné la clé. Et on sait très bien que ce sont les mêmes terroristes que 1996. Et c'est voilà, aujourd'hui un des partis les plus fondamentalistes au monde qui, la première chose qu'ils ont fait en arrivant, c'était d'interdire tout. Je ne vais même pas vous faire la liste, interdire tout aux femmes et aux petites filles. Alors c'est vrai qu'on a pu s'étonner, on se souvient de l'année 2021, dès que les États-Unis ont donné le moindre signe de faiblesse, en fait ça a été un raz-de-marée beaucoup plus rapide que ce qu'on aurait pu imaginer, puisque les talibans ont progressé à une vitesse fulgurante. On ne va pas rentrer trop dans le détail, mais qu'est-ce que ça nous a dit? Est-ce que finalement l'assistanat américain n'a pas pris? Qu'est-ce qui a échoué dans les années qui ont précédé ce retrait précipité? Alors, moi j'aime pas trop le mot assistanat. Ce qu'il faut quand même situer, parce que tout le monde n'est pas obligé d'être comme vous, Jérôme, spécialiste de l'Afghanistan, donc on n'est pas obligé de tout connaître. Donc il faut quand même resituer dans le contexte géopolitique la crise afghane. L'invasion soviétique en 1978-79, le retrait des troupes soviétiques en 89, le seul pays au monde qui a réussi à mettre l'armée soviétique dehors, le chute de mur de Berlin qui s'ensuit. Donc on oublie la position géopolitique de ce pays qu'est l'Afghanistan dans le contexte global. À l'époque, il faisait bon d'être afghan parce qu'on était en guerre contre la Russie. Donc on défendait les Afghans. Moi, la première, je suis arrivée réfugiée politique toute petite avec ma famille en France et c'était bien d'être des Afghans parce qu'on était contre le bloc soviétique. Et puis, quand les Russes ont quitté l'Afghanistan, on a abandonné ce pays entre les mains de différentes factions de résistance qui, à l'époque, étaient surarmées par les Américains, par les Européens. Et il faut savoir aussi que ce n'étaient pas les plus modérés qui étaient armés. Ce n'était pas Massoud qui était surarmé, c'était plutôt les Mollah Omar, les Ben Laden et tout ça qui venaient d'ailleurs en Afghanistan contre les Russes et qui ont élu domicile et qui sont restés. On a laissé ce pays entre les mains de différentes factions, ça n'a pas marché. C'est dans ce contexte que les talibans première version sont arrivés, ont annexé le pays en 1996. Et sous le nom taliban, il faut savoir que taliban veut dire missionnaire. Donc ils sont arrivés en faisant une espèce de propagande comme les envoyés de l'ONU. Dans ce peuple déjà meurtri de 20 ans de guerre. Tout le monde était très content de dire tiens. Et du jour au lendemain, ils sont arrivés, la première chose qu'ils ont fait, ils ont pondu sur la place publique le président afghan de l'époque, Najibullah, pour bien montrer que c'était cette façon-là qu'ils allaient régner, de cette façon-là qu'ils allaient régner dans ce pays. Par la terreur. Par la terreur. Et de 1996 à 2001, c'était un pays où les femmes étaient enterrées. Les femmes étaient lapidées sur la place publique parce qu'elles avaient une école clandestine. Les femmes étaient totalement enterrées en dehors de tout le système étatique qui avait disparu, bien évidemment. Là, pareil, dans l'ignorance totale de la communauté internationale. Qu'est-ce qui s'est passé? 9 septembre 2001, le commandant Massoud a été assassiné par 2 Européens. Pseudo-journalistes, passeport européen, d'origine tunisienne, je crois, mais européen, et qui sont allés en tant que journalistes l'interviewer et qui l'ont assassiné. Le 11 septembre, il y a eu, vous savez ce qu'il y a eu quand même, New York, terrible, tous. Et là, on a tous pris conscience que, ah oui,
En fait, le problème afghan, ce n'est pas un problème afghan, c'est un problème qui nous concerne. C'est juste que le terrorisme international a pris comme QG l'Afghanistan. Donc il faut qu'on vienne là. Et moi, j'ai joué un rôle dans ce contexte-là, donc c'est très contemporain ce que je vous raconte, j'étais là. J'étais là quand Massoud a été assassiné, et donc je suis restée là-bas, et j'ai assisté à toutes les négociations des alliés, de l'OTAN, de l'ISAF, des forces américaines, avec la résistance afghane, pour dire on vient vous aider contre ces terroristes qui sont les talibans, pour les mettre dehors. Et en échange, on a fait des conférences partout dans le monde, conférences de Tokyo, de Washington, de Bruxelles, de Paris, pour dire on va aider ce peuple à s'en sortir parce qu'il y a 30 années de guerre déjà. Et donc c'était ça le deal en 2001. Les talibans les a simplement repoussés, ils sont repartis au Pakistan de là où ils venaient, là où ils étaient formés. Et le pays a connu pendant 20 ans, il faut le dire, une ouverture vers l'extérieur, une fenêtre d'espoir. Les femmes ont commencé à aller à l'école, on a fait des écoles. Moi, l'ONG que j'avais créée 10 ans avant, Afghanistan Libre, on a construit des écoles. Il y a eu 300 000 filles qui allaient dans nos écoles, dans les provinces les plus reculées. On a formé des sages-femmes, on a formé des universitaires. Il y a eu 27% du premier parlement afghan constitué de femmes. Donc il y a eu tout un élan de toutes ces femmes avides de savoir et de connaissances. Et on a donné l'accès au sport, l'accès à la justice, l'accès. Donc il y a eu tout cet espoir-là. Moi, j'étais la première femme diplomate nommée, la plus jeune, je pense aussi, en 2001, auprès de l'Union européenne. On a travaillé sur une ligne budgétaire avec mes collègues parlementaires européennes, des femmes de tous partis confondus, et on a instauré une ligne budgétaire gender, comme on appelle. Donc, dans chaque aide au développement, chaque ligne budgétaire, il fallait autant de femmes, etc. Discrimination positive, on y croit, on n'y croit pas, mais dans certains pays, dans certaines situations, on est obligé de passer par là. Et c'est ce qu'on a fait. 2014, bien avant 2021, l'Europe a décidé de partir de l'Afghanistan parce que, qu'est-ce qu'on fait là? On a laissé trop de morts, etc. Je comprends. Mais de là, l'Afghanistan est devenu un argument de campagne électorale des pays occidentaux. Donc on a utilisé le retrait de l'Afghanistan pour gagner les élections. Pour dire on ramène vos enfants qui font la guerre, etc. Sans expliquer au monde que ce qui se passe en Afghanistan nous concerne, encore une fois. Et encore une fois, je responsabilise personne, on n'est pas obligé de connaître toutes les crises dans le monde. Mais ce qui fait que l'Europe est déjà partie en 2014. Les Américains sont restés jusqu'en 2021. Mais à partir de 2019 jusqu'en 2021, l'Occident, l'Europe et les Américains ont commencé à nous parler des talibans modérés. Pourquoi? Parce qu'ils savaient très bien que les talibans commençaient à revenir, qu'à partir de 2010-2014, il y a eu à nouveau des attentats suicides, qu'il y a eu tous ces meurtres, etc. Et ils savaient très bien qu'ils étaient complètement perdus et qu'ils allaient laisser ce pays. Qu'ils ont dépensé beaucoup trop d'argent dans la corruption. Et quand je dis la corruption, ce n'est pas que mon gouvernement. La raison pour laquelle j'ai démissionné en 2009 de mon poste d'ambassadeur auprès de la France pour dénoncer la corruption de mon gouvernement. Mais c'est aussi la corruption des grandes institutions. Quand je dis corruption, c'est que les rapports qui ont été faits, c'est-à-dire que sur 100 $, quand vous enlevez les frais de la gestion, les salaires énormes des experts qui viennent de Washington, de Bruxelles, de partout, et tout ce qui est garde du corps, etc., les 4x4, les traducteurs, les accompagnements, etc., sur 100 $, il y avait 4 $ qui allaient vraiment au projet. C'est ça. Donc moi, j'appelle ça une forme de corruption aussi. Là-dessus, qu'est-ce qui s'est passé? On a essayé de vendre au monde entier, vous savez, les conditions des femmes, pour nous, c'est très important. J'ai quand même fait des plateaux de télé où j'avais en face de moi des ministres des Affaires étrangères, y compris de mon pays, la France, qui disaient « mais jamais on va négocier avec la condition des femmes afghanes, etc. » J'ai tous ces enregistrements encore aujourd'hui. Moi, j'aimerais qu'on les ressorte, vous voyez. Et qu'est-ce qui s'est passé? Le 15 août 2021, à la surprise générale, on a donné la clé, on a donné les armes, 7 milliards d'armements à ces talibans. En fait. On a tout laissé là et on est parti. Et en 2 jours, il fallait rapatrier un peu le maximum de personnes qui allaient être assassinées du jour au lendemain par ces talibans. C'est ce que les Américains ont fait, c'est ce que quelques pays européens ont réussi de faire. En France, on est ravis de l'avoir fait, mais on n'a quand même sauvé que 2700 personnes. On a quand même laissé derrière beaucoup de traducteurs qui travaillent avec l'armée, leurs familles, etc. Donc on n'a pas non plus rempli l'Europe d'Afghans, ça il faut quand même se le rappeler aussi. Et là, depuis, c'est le silence, cher Jérôme. C'est-à-dire que quand vous parlez à des politiciens, et quid des 28 millions de femmes qu'on a abandonnées? On fait quoi de ces 28 millions de femmes? Eh bien, personne ne vous répond. On essaye à nouveau de nous refaire avaler la pilule en disant c'est une crise afghane, alors que ce qui devrait nous intéresser, nous, Français, Luxembourgeois, Belges, Européens, c'est que le 15 août 2021, la première action symbolique des talibans, c'était d'aller ouvrir la base militaire de Bagram. Et il y avait 7500 djihadistes du monde entier.
ceux qu'on avait emprisonnés, que le gouvernement afghan a emprisonnés avant qu'ils appuient sur le bouton. Et c'était leur première action. Ils ont libéré ces 7500 djihadistes du monde entier dans la nature. C'était un message fort envoyé à l'Occident. Ça veut dire qu'on devient le laboratoire de fabrication de djihadistes qui vont demain venir chez vous. Et je rappelle, juste pour boucler la boucle, qu'en avril 2001, quelques mois avant son assassinat, le commandant Massoud, je l'avais fait venir à Strasbourg et à Bruxelles. Et sa phrase, c'était Nicole Fontaine, mon amie Nicole Fontaine, paix à son âme, présidente du Parlement européen, qui l'avait reçue. Et sa phrase, je crois que c'est 5 avril 2001, c'était « Je demande à l'Occident de venir aider le peuple afghan qui fait bouclier humain contre le terrorisme international, parce que ce qui se passe aujourd'hui dans mon pays se passera demain dans vos villes. » Bien sûr. C'était quelques mois avant le 11 septembre. Donc aujourd'hui, on est dans la même situation, malheureusement. Oui, alors on pourrait dire qu'entre-temps, la situation a encore beaucoup évolué, puisque quand je vous écoute, souvent on a l'impression que vous parlez même de l'Ukraine, puisque on s'aperçoit que de nouveau, vous avez entendu, j'ai parlé tout à l'heure d'assistanat, c'est aussi, ça vous donne un peu la perception que certaines personnes peuvent en avoir. Toujours cette notion qu'à la souveraineté des pays, on substitue une forme d'interventionnisme étranger. On vient de voir pendant des mois les pauvres soldats ukrainiens dans les tranchées qui n'avaient plus d'armes. C'est encore un signe de ce désintérêt progressif. On sait que nos démocraties ont des élections très rapprochées les unes des autres et que malheureusement, vous avez aujourd'hui un jeu entre les populistes et les gouvernants où effectivement on instrumentalise ces conflits-là. Donc maintenant, concentrons-nous sur la solution. Est-ce que vous pouvez nous raconter concrètement, quand vous recevez de l'argent de donateurs, qu'est-ce que vous faites à Stand Speak Rise Up avec cet argent? Alors, comme vous introduisez Stand Speak Rise Up, il faut encore expliquer pourquoi on est passé de… Voilà. Moi, j'ai créé une ONG qui s'appelle Afghanistan Libre en 1996 pour l'éducation des filles et l'indépendance économique des femmes. Le 15 août 2021, la première loi, enfin loi entre guillemets, déclaration des talibans, c'est que l'éducation des femmes est interdite et elles n'ont plus de travail, elles restent chez elles. Donc, du jour au lendemain, l'association est devenue une association contre la loi islamique, contre la loi de talibans. Donc l'association a été arrêtée. Le directeur de l'association a été emprisonné. Je n'ai pas pu sauver les femmes qui travaillaient. Donc j'ai passé plusieurs semaines à les cacher les unes les autres. Toutes celles qui, 15 jours avant, étaient en direct sur des réseaux sociaux pour parler du coding à faire aux jeunes filles et des cours de… Voilà, de créer des… C'était quelle année? 2021. Ok. Donc du jour au lendemain, cette association, je l'ai mise en sommeil en envoyant un papier que chacun imprimait sur soi pour dire cette association n'existe pas, pour les protéger, tous les salariés, tous les… Voilà. On a mis 1 mois avant de pouvoir faire sortir de prison le directeur. Je ne vous raconte pas par quelle opération il fallait vraiment que je… Voilà, parce que c'était juste pas possible. Et donc l'association a été mise en sommeil. Nous avons créé en 2019, ici au Luxembourg, Stand Speak Rise Up, avec Son Altesse Royale Maria-Thérésa de Luxembourg, pour combattre le viol comme arme de guerre et les violences dans les zones de conflit sur les femmes. Et il s'est avéré que très vite, on a eu beaucoup de demandes des personnes qui nous soutiennent au cadre de Stand Speak Rise Up en disant « Qu'est-ce que vous faites pour les femmes afghanes ?» Donc, comme le Luxembourg, pour les talibans, n'a pas l'image du mécréant comme la France, parce qu'il faut, ce qu'il faut savoir, c'est que la France a reçu le fils du commandant Massoud, le résistant, en France, pour des conférences. Donc, forcément, la France est bannie et c'est un pays de mécréants. Shekeba Hashemi est bannie parce qu'elle elle s'attaque à tout ce que contre le régime taliban. Et l'association Afghanistan Libre, pareil. Donc nous, aujourd'hui, ce que nous faisons dans le cadre de Stand Speak Rise Up, c'est 2 volets. Le premier, c'est que les Afghanes, 28 millions de femmes, plus de la moitié travaillaient. Et plus de la moitié, 70%, c'est les foyers avec le seul salaire de ces femmes pour 5-6 enfants. Donc c'est la famine. C'est un des pays aujourd'hui où la famine touche le plus nombre de populations. Et donc, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est de l'aide alimentaire. C'est d'essayer tous les mois d'envoyer de quoi nourrir, acheter sur place de la nourriture, de quoi se faire chauffer l'hiver, etc. pour un certain nombre de familles. C'est ce que nous essayons de faire, de l'aide humanitaire. Elles ont besoin de manger pour rester debout. Elles ont besoin de nourrir leurs enfants. Et vous passez par quel, le fameux dernier kilomètre, c'est par quel canal pour que les talibans acceptent que ça soit distribué? Alors sur le dernier justement, kilomètre? les talibans acceptent ça parce qu'ils comprennent aujourd'hui aussi que la population est en train de mourir. Ça les aide aussi. Et ils acceptent aussi parce que nous avons par exemple fait des choses, vous savez, il faut toujours s'adapter, comme dit la grande-duchesse de Luxembourg, il faut toujours les plans A, B, C, D, E. Et le plan B, c'est que le logo de Stand Speak Rise Up, c'est simplement SSRU, ça ne veut rien dire. Et en dessous, il y a écrit à l'initiative de la grande-duchesse de Luxembourg.
Donc pour les talibans, c'est une aide humanitaire de la part d'INREN qui a juste, qui a envie d'aider. Donc moi, je n'apparais nulle part. C'est ça. Vous voyez, c'est vraiment SSRU et l'aide, avec l'aide humanitaire, de la farine, de l'huile, du bois, de quoi se chauffer, etc. Ça, c'est le premier volet. Le deuxième volet, c'est un volet médical. Heureusement, pour le moment, ces terroristes n'ont pas encore attaqué. C'est-à-dire que les femmes n'ont pas le droit de travailler, il n'y a plus de femmes médecins, etc., infirmières, très peu. Donc c'est d'une négociation au cas par cas dans certains hôpitaux. Il y a encore quelques ONG, grosses ONG médicalisées qui sont sur le terrain. Et nous travaillons avec une grosse ONG française qui travaille dans le domaine médical, qui a un hôpital là-bas. Et nous, Stand Speak Rise Up, nous occupons de toute la partie aide à l'accouchement, aide à la formation des sages-femmes qui vont après dans le village chez les femmes, la distribution des kits sanitaires pour l'accouchement, parce que c'est aussi le pays qui malheureusement rafle tous les premiers prix, des taux les plus élevés de mortalité à l'accouchement, mortalité infantile, mortalité des femmes en couche, enfin bref. Et donc Stand Speak Rise Up s'occupe de ces deux volets-là, avec des partenaires locaux, sans envoyer d'expatriés, et toujours avec des partenaires qui sont sur le terrain. Par exemple, là, dans le domaine médical, nous travaillons avec cette grosse ONG médicale française qui nous aide sur place et qui n'ont pas cette expertise que moi j'ai pu acquérir depuis 30 ans avec Afghanistan Libre et qu'aujourd'hui nous bénéficions à travers Stand Speak Rise Up de cette aide-là pour pouvoir les aider. Donc Afghanistan Libre est en sommeil, Stand Speak Rise Up, initiative Grande-Duchesse de Luxembourg, pays pas ennemi pour les talibans, on peut les aider de cette manière. Parfait. Et là, on va prendre un peu de recul. Je pense à un autre conflit. On a vu Gaza, on a vu qu'une association comme le World Kitchen finalement se retrouvait à amener ces grands bateaux. Pour moi, c'était impensable. J'aurais pensé que ce serait l'ONU. Et donc, on arrive de nouveau dans ces jeux politiques où, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais on sait que la réputation de l'ONU est sujet à discussion entre les différents intérêts politiques. Et finalement, ce sont des ONG qui tirent leur épingle du jeu dans des conditions dramatiques, puisqu'on sait qu'il y a eu des décès dans l'équipe de World Kitchen. Donc, finissons peut-être un petit peu avec les perspectives à court et long terme. C'est vrai qu'en tant que citoyen, je me demande pourquoi tous les médias internationaux semblent s'être complètement désintéressés du sort des femmes. Et je dis toujours, c'est terrible d'être dans une condition difficile, mais c'est encore pire si on vous a donné le goût à la bonne condition. Et c'est un peu ce qui s'est passé là. Je pense aux jeunes filles afghanes qui se voyaient aux Jeux Olympiques, qui se voyaient docteurs. C'est encore pire. Je vous coupe, pardon Jérôme, mais aujourd'hui nous avons le plus grand taux de suicide chez les jeunes filles en Afghanistan. Et ça, on n'en parle pas non plus. C'est-à-dire que dernièrement, France Terre d'Asile a annoncé des chiffres dramatiques de taux de suicide des jeunes femmes. Parce que la différence avec les jeunes femmes et celles de mon âge, c'est que celles de mon âge avaient vu le Taliban version 1. Donc c'est pour ça qu'elles n'en voulaient pas et qu'elles sont encore debout aujourd'hui à manifester, même si sur les 4 qui manifestent, il y en a 2 qui ne rentrent pas chez elles le soir. On ne sait pas où elles sont. Mais les jeunes filles ont pris cette claque comme ça, parce qu'elles ne savaient pas, elles étaient le fruit de ces 20 années d'ouverture vers l'extérieur. Absolument. Ça, je suis tout à fait d'accord que c'était vraiment un scénario catastrophe. On revient un peu sur les perspectives. Donc évidemment, il y a plusieurs fronts. Il y a le front médiatique. Est-ce que vous imaginez avoir la capacité de remettre ce sujet dans les journaux et dans les télévisions? Il y a le sujet financier. Il y a le sujet local. Est-ce qu'effectivement vous arrivez à renforcer ça? Quelles sont aujourd'hui les perspectives de l'association à court et à moyen terme? Alors moi, je ne prétends pas, comme beaucoup de mes homologues masculins, changer le monde et apporter des solutions comme ça, etc. Parce que je pense que c'est très complexe et compliqué et on n'a pas assez de temps là pour rentrer dans le détail. Ce que je prétends par contre, c'est que chacun de nous est responsable de ce qui se passe dans ce pays. Chacun de nous, depuis le 15 août 2021, a une responsabilité, on le savait. En 96, on pouvait dire on ne le savait pas. En 2021, 15 août 2021, on le savait. On savait très bien qui étaient ces talibans, on savait très bien que c'était une force de terrorisme internationale et qu'on a laissé un pays, et surtout qu'on a laissé 28 millions de femmes et de petites filles emmurées vivantes. Donc nous avons tous une responsabilité déjà morale et historique, et c'est très contemporain. C'est-à-dire que ce n'est pas il y a 40 ans, c'est là, maintenant. Et ça se réplique dans d'autres foyers. Donc ça, c'est déjà une responsabilité dont on continue à parler. Ce qui est là où je ne suis pas trop d'accord avec vous, c'est que la société civile continue à parler de l'Afghanistan. C'est un pays qui intéresse, vous d'abord, regardez, je suis là. C'est un pays qui intéresse les gens qui connaissent un peu la géopolitique, parce qu'on sait très bien que de la stabilité de l'Afghanistan dépend la stabilité d'Asie centrale et dépend la stabilité européenne. Et on le sait, ça. Donc, l'Afghanistan est important. Le sort des femmes afghanes, ça intéresse.
Le problème, c'est que quand les journalistes sont très intéressés, moi je suis entourée de journalistes amis qui n'ont qu'une envie, c'est de parler des femmes afghanes. Mais c'est les chaînes et là-haut que ça n'intéresse pas parce que ça fait plus vendre. Et vous savez très bien qu'on est dans une culture de zapping. Malheureusement, un conflit tue l'autre, etc. Et on en arrive toujours à oublier voilà, l'Afghanistan. Mais je ne pense pas que… Moi, je suis très optimiste. Et ce n'est pas avec, voilà, avec les actions très concrètes dont je vous ai parlé tout à l'heure. Je suis très optimiste parce que, vous savez, j'ai beaucoup culpabilisé le 15 août 2021 pendant des mois parce que je me suis dit, est-ce que j'avais le droit pendant 20 ans d'ouvrir autant d'écoles et de les instruire et de leur donner toute cette ouverture, de leur dire montre-toi, fais des pages Facebook, fais des etc. etc. Fais-nous confiance. Pour qu'aujourd'hui, et c'est la question qu'elle me posait, et pour qu'aujourd'hui elle reste comme ça en murée vivante. Et en fait, beaucoup de mes amis journalistes, de grandes journalistes féministes qui depuis 30 ans me suivent dans mes actions et qui sont aujourd'hui à la tête des grands médias, qui me disaient, mais tu te rends compte de tout ce que tu as laissé comme trace? Je dis parce que c'est juste un petit exemple pour expliquer. Toute cette trace qui a été laissée chez ces femmes qui ont eu une ouverture à l'instruction. Et c'est tout ça, c'est de gagner, c'est-à-dire qu'elles ne vont pas lâcher l'affaire. Et je vous assure qu'aujourd'hui encore, elles sont debout. Donc moi, je crois à cette force des femmes afghanes qui vont, la situation va changer forcément. C'est pour ça qu'il faut continuer à les aider, à les nourrir. Ce qu'il ne faut pas faire, ce qu'elles ne veulent pas, et elles me sollicitent sur tous les réseaux sociaux, c'est qu'il faut arrêter de nous choisir des petites actions à faible impact, une petite classe clandestine dans un coin, une petite machin pour 3 Afghanes. Non, ce qu'on veut, c'est un vrai changement pour le sort de ces 28 millions d'Afghanes, que les Européens puissent ressortir les termes de négociation avec les talibans qu'ils avaient fait depuis 2019 à Doha pour dire « mais vous avez dit que vous ne toucherez pas aux droits élémentaires des femmes ». Elles ont besoin de manger, elles ont besoin d'être soignées. Ça, ce sont les vrais besoins que les Afghanes nous disent. Il faut qu'on arrête avec des petits projets à faible impact pour se donner bonne conscience. Moi, j'ai fait une petite école clandestine pour 12 Afghanes. Avec quoi? Qu'est-ce? Non, ce n'est plus des citoyennes de seconde zone. Elles ont besoin d'un vrai changement. Et peut-être une dernière question à ce sujet. Bon, à titre personnel, c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup. Je rêve un jour de pouvoir aller dans le pays. Je ne vous cache pas. Moi, les bons reportages, je les trouve sur les réseaux sociaux, notamment allemands. Il y a des très bons journalistes, alors qui ne dépendent pas d'un grand média, qui vont là-bas, qui font des reportages absolument fabuleux. Je ne sais pas si c'est leur culture journalistique indépendante qui fait ça, notamment sur une journaliste qui retourne voir son grand-père, je ne sais pas si vous l'avez vu, et qui explique qu'en fait il est pro-taliban. Évidemment, c'est un choc pour elle et elle explique pourquoi il est arrivé à cette conclusion-là. Moi, la question que je pose aujourd'hui, c'est finalement, dans les opportunités, on l'a compris, le combat continue et il faut plutôt mutualiser les efforts plutôt que de le fragmenter. Dans les risques, est-ce que finalement, il n'y a pas un risque de bipolarisation du monde où j'imagine, par rapport aux informations que j'ai l'impression que les talibans sont reçus par leurs partenaires chinois, peut-être les partenaires à Dubaï. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, il y a des relations diplomatiques qui sont établies entre ces pays-là, en même temps qu'on ne les établit plus entre nous et eux. Donc, est-ce qu'il n'y a pas le plus grand risque? C'est une vraie polarisation où l'Afghanistan va appartenir à l'autre pôle. Écoutez, ça ne veut rien dire l'autre pôle. Si vous parlez par exemple de Doha où les talibans ont leur bureau à Doha, Doha c'est aussi nos amis ici en Europe. C'est vrai. Donc quel autre pôle? En fait, on est tous dans le même pôle quand ça nous intéresse. Simplement, il faut, je pense, moins d'hypocrisie, plus d'ouverture. Et parce qu'on n'est plus dans 2 pôles. J'ai assisté il y a quelques semaines à une conférence. Je donnais une conférence avec Jean-Yves Le Drian, l'ancien ministre des Affaires étrangères de France, qui nous expliquait que l'Arabie Saoudite, Doha, tout ça, c'était les nouvelles démocraties. Donc en fait, il n'y a plus de pôle, on est tous dans les mêmes pôles. Moi, j'aurais dit c'est les nouveaux BRICS, parce que les BRICS sont passés de 5 à… Non, il appelait ça les nouvelles démocraties. Donc voilà. Donc ça veut dire que tout ça, c'est les mêmes pôles. Simplement, il faut peut-être moins d'hypocrisie de la part de nous, les pays occidentaux, pour comprendre, et puis plus de vision en fait. Ce qui nous manque aujourd'hui, c'est une vision, c'est-à-dire que combien d'années il nous faut, combien de décennies et de millions de morts il nous faut pour arrêter de continuer de répéter les mêmes erreurs en fait. C'est juste ça, c'est-à-dire que y a pas de un peu, on est tous mélangés, on est dans un contexte de mondialisation. Malheureusement, même le Covid nous a montré qu'on était dans un contexte où on attrapait tout en même temps. Donc il n'y a plus de pôle. Ce qu'il faut aujourd'hui, c'est moins d'hypocrisie et plus de conscience et de se projeter un peu en avant pour se dire pourquoi on dépense autant d'argent quelque part et on le laisse et on passe à autre chose, etc. Donc, pour moi, c'est juste une question de logique et de bon sens près de chez nous, en fait, que nos dirigeants ont perdu. Alors, sans aucun doute, ce sera le grand takeaway pour moi. Je suis tout à fait d'accord avec vous que l'hypocrisie est un problème majeur dans toutes ces discussions, dans toutes ces dynamiques de pouvoir. Et puis peut-être aussi
la manière dont les pays s'interpellent en fonction de leurs histoires respectives. Exactement. On sait qu'effectivement, il y a quand même une tendance encore à s'adresser. Je donne un exemple cette semaine. Vous le savez, la Chine vient de poser une fusée sur la face cachée de la Lune. Et le premier commentaire que j'ai entendu, c'est que sans aucun doute, il y a une arrière-pensée militaire. Évidemment, si on est tout le temps en train de se chercher des poux sur les cheveux des autres, on crée ces tensions qui mènent à des hypocrisies et peut-être qui nous éloignent de la solution. En tout cas, je vous remercie pour vos efforts et pour votre travail. J'ai eu le plaisir, via le Rotary Schumann Luxembourg, de contribuer via l'Action des Roses à lever un peu d'argent pour votre action. Et je vous souhaite que d'autres personnes… Et avec le Rotary, avec toutes les personnes, et surtout le secteur privé, parce que ce qui est formidable aussi, grâce à Stand Speak Rise Up, c'est qu'aujourd'hui, nous arrivons aussi à notre petit niveau à changer l'image de Luxembourg. Ce n'est pas une plateforme financière, c'est aussi un des pays les plus philanthropes. Absolument, et je peux confirmer aussi qu'il n'y a rien de plus satisfaisant que de lever de l'argent, de le donner dans les bonnes mains pour essayer d'avoir un impact dans des régions où on ne peut pas personnellement le faire. Il faut faire appel à des professionnels qui ont le réseau. Merci beaucoup. Merci à vous. Très bien. Ben voilà.